à tous, nous voici déjà à la quatrième leçon et je crois que je ne vous avais pas menti quand je vous avais annoncé qu'on essaierait d'être au plus près du texte et des difficultés qu'il pose. On fouille le texte et en l'occurrence on s'intéresse de très près à la formule « ce qui dépend de nous » et on y passe effectivement un certain temps. Ça ne sera peut-être pas forcément du goût de tout le monde, peut-être même déjà que certains commencent à s'impatienter un peu, à moins qu'ils ne soient déjà partis. Mais pour ceux qui sont encore là, eh bien, je ferai simplement remarquer que cette attention au texte, cette attention à la doctrine qu'il renferme, ce n'est pas du pur académisme. Lire un texte, le méditer au point d'en faire émerger un questionnement ou des interprétations nouvelles, plus ou moins nouvelles, c'est une activité intellectuelle qui participe pleinement des exercices spirituels qui sont si chers à nos auteurs antiques, parmi lesquels donc Épictète. Et il n'est tout simplement pas possible de vivre conformément à une philosophie, c'est là leur programme, sans l'avoir assimilée. Et ça passe donc par son étude minutieuse, ce qu'on essaye de faire à notre petite échelle. Mais bon, trêve de justification, reprenons-la, cette étude, justement, et reprenons-la où nous l'avions laissée. C'est-à-dire à l'examen de la deuxième piste qui doit nous permettre de saisir le sens de cette formule, ce qui dépend de nous par rapport à ce qui n'en dépend pas. Petite mise en perspective historique pour commencer, Épictète, on l'a dit, on le sait, est stoïcien, donc il n'invente pas une philosophie qui serait quelque chose de l'ordre de l'épictétisme, non, il se convertit à une philosophie préexistante. Toutefois, les commentateurs révèlent deux innovations dans sa manière de présenter la doctrine de ses maîtres. La distinction qui nous préoccupe en ce moment, ce qui dépend de nous, ce qui n'en dépend pas, et le concept de choix primordial qu'on va voir apparaître aujourd'hui, en grec donc pro-airesis. Innovation d'Épictète, des imports plutôt, parce que dans les deux cas, il s'agit d'emprunts à Aristote. Nous allons donc devoir aujourd'hui nous tourner vers un autre texte qui est l'Éthique à Nicomaque, d'Aristote donc, dans lequel les commentaires et les commentateurs qui nous ont précédés dans ce travail d'élucidation du texte d'Épictète ont repéré la source très probable de ces emprunts. Et comme un texte ne nous parle que si nous savons l'interroger, eh bien il nous faut préparer nos questions. Premièrement, dans quel contexte et face à quel problème Aristote emploie-t-il la formule que reprendra Épictète après lui? Deuxièmement, que retrouve-t-on de la pensée d'Aristote dans l'œuvre d'Épictète? Troisièmement, à l'inverse, quelle est la part de la doctrine d'Aristote qu'Épictète ne reprend pas à son compte? On va ainsi traiter ce que j'avais présenté comme étant une autre piste parmi les quatre signalées pour essayer de comprendre un petit peu mieux ce qui se cache derrière l'expression « ce qui dépend de nous ». Pour répondre à la première question, qui est donc dans quel contexte Aristote emploie-t-il la formule « ce qui dépend de nous », quelques mots sont en fait nécessaires sur la représentation du monde par Aristote. Ce dernier distingue en effet deux régions du monde. La région qu'on va qualifier ici de céleste, mais Aristote lui l'appelle supralunaire, autrement dit c'est ce qui est au-delà de la Lune. C'est le monde divin, c'est ce qui a une part de surnaturel, et ce qui se trouve là est éternel, est immuable, parfait et nécessaire. Et puis il y a la région terrestre, ce que Aristote appelle le sublunaire, autrement dit donc ce qui se trouve en deçà de la Lune, c'est le monde naturel, par opposition au surnaturel dont j'ai parlé avant, et ce qui se trouve là est passager, changeant, imparfait et contingent. Alors c'est ce dernier, le monde sublunaire, qui va nous intéresser en l'occurrence, et la particularité de cette région sublunaire, c'est que de la nouveauté peut y apparaître. Et elle y apparaît sous l'impulsion de deux forces. La force de la nature, tout d'abord, c'est cette force qui va produire des minéraux, des végétaux, des animaux, dont d'ailleurs la durée de vie va être très variable. Elle varie de l'ordre de quelques instants à quelques milliers d'années pour les minéraux notamment. Et puis parallèlement à la force de la nature, il faut signaler l'intervention humaine.
les entreprises, les initiatives prises par les êtres humains qui créent des choses ou bien qui donnent lieu à des événements qui ne seraient jamais apparus sans cette intervention qui se révèle en l'occurrence déterminante. Et c'est ainsi qu'Aristote en vient à parler de la technique, de l'art, du travail ou encore de l'action. C'est le cadre qu'il fixe pour évoquer, pour mettre en place ces réflexions sur ces différents thèmes. Et en parlant d'action, parmi ces thèmes, eh bien, vous voyez que nous rejoignons le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. C'est le point de l'éthique à Nicomaque où nous allons retrouver notre formule qu'est-ce qui, dans nos actions, dépend justement de nous. Alors après avoir parlé du bonheur, Aristote, à ce stade-là de son texte, s'intéresse aux vertus. Je le signale parce que cette transition du bonheur à la vertu, il me semble, j'en avais dit déjà un petit mot, j'avais fait quelques allusions dans les vidéos précédentes, il me semble que c'est quelque chose qu'on retrouve chez Épictète, au point même qu'on peut considérer qu'il y a là deux voies, différentes sans doute, mais complémentaires aussi très certainement, deux voies pour accéder à l'idéal stoïcien. Un peu comme on dirait qu'il y a deux voies différentes pour réaliser l'ascension d'une montagne. La voie par le bonheur et la voie par la vertu. Les deux voies peuvent d'ailleurs être réconciliées, si on considère, comme le fait Aristote lui-même, que c'est en agissant vertueusement qu'on se rend heureux. Mais encore faut-il savoir ce qu'est une action vertueuse. Et pour le déterminer, Aristote initie donc une réflexion sur le volontaire et l'involontaire. Tout simplement parce qu'il veut établir que seul un acte volontaire mérite d'être qualifié de vertueux. Alors cela le pousse à analyser le concept de décision, qui est central dans la compréhension de ce qui est volontaire, et pour définir la décision, Aristote a recours à la notion de délibération. Son propos consiste à dire qu'une décision a pour caractéristique remarquable, spécifique, de survenir au terme d'une délibération. Ici, à ce moment précis de la référence, de la réflexion sur la décision et la délibération, intervient l'évocation de ce qui dépend de nous par Aristote, avec tout cet enchaînement que j'ai essayé de présenter rapidement. Alors si je me réfère au texte exactement, en procédant à certaines coupes pour isoler les passages de ce livre 3 qui nous intéresse, on est donc, pour ceux qui connaissent un petit peu l'organisation des textes grecs, dans les parties 1111b, 1112a, et donc on y trouve les remarques suivantes. La décision, donc, est visiblement une chose à laquelle on consent, mais elle ne s'identifie pas au consentement, et celui-ci a plus d'extension. Mais ce n'est pas non plus le souhait, bien que ce soit une chose visiblement voisine. En effet, l'on ne décide pas des choses impossibles, et à le prétendre, on passerait pour un idiot, alors qu'on peut souhaiter des choses impossibles, par exemple l'immortalité. De plus, on peut aussi exprimer un souhait quand il s'agit de choses pour l'exécution desquelles on ne peut être d'aucune ressource. Et un peu après, il rajoute « Le souhait porte plutôt sur la fin, alors que la décision porte sur ce qui conduit à cette fin. Ainsi, nous souhaitons avoir la santé, mais nous décidons les actes par lesquels nous l'aurons. Nous souhaitons aussi être heureux, et nous en exprimons le souhait, mais dire « nous le décidons », cela sonne faux. Parce que, en somme, la décision, selon toute apparence, concerne ce qui dépend de nous-mêmes. Et après ces premières réflexions, dans lesquelles Aristote s'occupe de marquer la différence entre ce que n'est pas la décision et ce qu'elle est, on a une approche plutôt négative, elle n'est pas le consentement, elle n'est pas le souhait. Aristote en vient à désigner plus exactement, positivement cette fois, la décision. Qu'est-ce que la décision dans ces conditions, écrit-il juste après, ou plutôt quel est son trait distinctif? Il s'agit d'une chose consentie visiblement, mais ce qui est consenti n'est pas toujours décidé. Alors ne s'agirait-il pas de ce qui est préalablement délibéré, puisque la décision s'accompagne de raison et de pensée. D'ailleurs, le mot décider, en grec pro-aireton, suggère apparemment aussi qu'il s'agit d'une chose qu'on choisit
aireton, avant pro toute autre chose. Or, délibère-t-on sur tout, c'est-à-dire chaque chose est-elle objet de délibération, ou bien y a-t-il certaines choses qui ne sont pas matière à délibération? Il y a peut-être lieu de préciser que ce qui est objet de délibération n'est pas ce sur quoi peuvent éventuellement s'interroger un homme idiot ou un dément, mais ce qui préoccupe l'homme qui a de l'intelligence. Par ailleurs, les choses éternelles ne sont jamais matière à délibération, par exemple l'univers ou la diagonale d'un côté, la diagonale et le côté, qu'on dit incommensurable, mais nul ne délibère non plus sur les choses en mouvement lorsqu'elles se produisent toujours de la même façon, que ce soit par nécessité ou encore par nature, ou que ce soit pour quelque autre motif, par exemple les solstices saisonniers et le lever des astres. Ni, enfin, sur celles qui se produisent différemment d'un moment à l'autre, par exemple les sécheresses ou les pluies, ni sur celles qui se produisent par chance, par exemple la découverte d'un trésor, et l'on ne délibère même pas sur toutes les choses humaines. Ainsi, personne à Lacédémone ne délibère sur la meilleure façon de faire marcher la vie politique des Scythes. Voilà donc pour cet extrait sur lequel je vais revenir en isolant les éléments qui me paraissent les plus pertinents pour notre sujet du jour. Alors, ce que l'on remarque, c'est que fondamentalement, pour Aristote, délibérer, c'est comparer la valeur de plusieurs options pour savoir laquelle on va retenir, laquelle on va, par son intervention, faire passer du statut de possible au statut de réel. Et si on garde cette définition à l'esprit, on peut remarquer plusieurs choses. Premièrement, il faut qu'il y ait plusieurs options en concurrence les unes avec les autres. Parce que si ça n'est pas le cas, il n'y aura pas de délibération possible. C'est pourquoi Aristote précise qu'on ne délibère pas sur le passé, qu'on ne délibère pas sur l'impossible et qu'on ne délibère pas sur le nécessaire. Deuxièmement, il faut que ce soit notre intervention qui soit l'élément déterminant pour ce passage du possible au réel. On ne délibère pas par exemple sur ce qui relève de l'initiative d'un autre. On ne délibère pas à l'assemblée des Lacédémoniens, des Spartiates, sur ce que les Scythes devraient faire. Et Aristote va aussi ajouter deux autres précisions, quand il va en venir plus spécifiquement à la délibération. Il précise que l'on délibère sur les moyens, non sur les fins. L'exemple du médecin est éclairant sur ce point. Le rôle du médecin n'est pas de se demander si la santé est un bien précieux dont on doit faire sa fin, son but. Son rôle, c'est de choisir le moyen d'entretenir ou bien de restaurer la santé de son patient. La fin fait plutôt l'objet d'un souhait, je souhaite la santé, mais pas d'une délibération. On délibère quand il y a des raisons d'hésiter entre différents moyens, ce qui veut dire qu'il n'y en a pas un dans le lot qui s'impose dans la mesure où il conduirait à chaque fois, de manière presque mécanique, à la fin visée. L'exemple privilégié par Aristote est celui de la navigation. Selon les conditions météorologiques, ou bien selon le type de bateau, pourquoi pas, les marins n'empruntent pas toujours les mêmes routes maritimes pour se rendre à une même destination. Ils délibèrent sur la meilleure route pour cette fois-ci, dans ces conditions-ci. À partir de ces quelques remarques d'Aristote, on va retenir que la délibération révèle l'existence de ce que je vais appeler ici une zone grise, une zone d'incertitude pour laquelle il nous revient de trancher, de nous aventurer et à agir d'une manière dont on comprend qu'elle peut échouer, qu'elle peut s'avérer inappropriée ou bien inefficace, parce que dans cette zone grise, justement, on n'a aucune garantie de succès. Et tout se passe comme si Aristote nous disait que c'est justement sur ce point-là, pour cette zone grise, qu'on a besoin de philosophie. C'est là qu'une philosophie est attendue, avec les repères, avec les clés qu'elle peut nous donner pour départager les diverses options. C'est cela qui dépend de nous, notre action à l'intérieur de cette zone grise. Et c'est aussi cela qui comporte un enjeu pour nous, savoir quoi faire quand cela va dépendre de nous, quand le résultat va reposer sur nous. Je voudrais prendre un instant sur ce point pour faire le parallèle avec un passage d'une autre œuvre de philosophie morale, mais une œuvre qu'on va aller chercher chez les frères ennemis des stoïciens, à savoir les épicuriens.
Il s'agit de la lettre à Ménécée d'Épicure lui-même. L'un des passages les plus célèbres de la lettre établit une classification des désirs en 3 catégories. Il y a les désirs naturels et nécessaires, qui sont en fait des besoins vitaux, comme boire ou manger. Il y a aussi des désirs non naturels, non nécessaires, qui sont donc davantage quelque chose comme des caprices. Et au fond, sur le papier, c'est très simple, tant qu'on s'en tient en tout cas à ces 2 premières catégories. Les désirs naturels et nécessaires, il faut les satisfaire. On ne peut pas faire autrement, notre survie en dépend. C'est clair. Les désirs non naturels et non nécessaires, comme par exemple l'envie d'être célèbre, ou riche, ou de ne jamais mourir. Cela, il faut les museler. Ce sont des désirs vains. Ils ne nous promettent que frustration et souffrance, parce qu'on ne peut pas, de toute façon, les satisfaire vraiment. On ne peut pas en tirer du plaisir, encore moins du bonheur. C'est clair également. Sur le papier en tout cas. Parce que dans la réalité, on reconnaîtra qu'il n'est pas toujours très simple de s'abstenir d'avoir envie de quelque chose, de rechercher cette chose, de tenter de l'obtenir. Même quand on est parfaitement conscient que cela pourrait vraiment nous nuire. Mais les choses sont encore assez simples tant qu'on n'a pas fait intervenir la 3e catégorie, la catégorie des désirs naturels et non nécessaires. Et ce point est capital parce que c'est là-dessus que se focalise l'essentiel de la difficulté. Naturel, cela veut donc dire que ce sont des désirs qui ne peuvent pas manquer de surgir en nous. Mais non nécessaires, cela veut dire qu'ils peuvent mettre en péril notre détachement, notre autarcie. Ils peuvent nous rendre dépendants, donc malheureux. Alors qu'à la première catégorie, on pouvait répondre systématiquement non, systématiquement oui, je satisferai nécessairement ce besoin. Et qu'à la 2e catégorie, on pouvait répondre systématiquement non, je ne satisferai pas ce besoin, ce désir, ce caprice. La dernière catégorie est beaucoup plus délicate. Et précisément pour cette raison, sur cette difficulté-là, on a besoin qu'un texte comme la lettre à Ménécée nous guide. On se retrouve dans cette zone grise à l'intérieur de laquelle la réflexion philosophique est la plus précieuse, pour ne pas se laisser aller au hasard, disant parfois oui, parfois non. Ceci étant établi, que devient donc cette allusion d'Aristote à ce qui dépend de nous dans la pensée d'Épictète? Qu'est-ce qu'Épictète en garde et qu'est-ce qu'il en rejette? Si on repense à ce qu'on a vu dans la précédente leçon sur le domaine des choses qui, sans être exactement nous, sont rattachées à nous assez étroitement et ne nous sont pas étrangères, on a de quoi se dire qu'Épictète se situe bien dans cette zone grise que Aristote nous a aidé à repérer. Il y a des choses dont nous pouvons disposer, elles sont dans notre périmètre d'action, et d'ailleurs, pour vivre, nous ne pouvons guère nous abstenir de les employer. Il va bien falloir y aller, aussi incertain que cela puisse paraître. Comme c'est la contingence qui règne dans ce domaine, nos choix sont déterminants, et on peut craindre l'erreur ou la faute, avec les conséquences qui en découlent, telles que la souffrance, la honte, l'angoisse et finalement le bonheur. La sagesse pour Aristote, finalement, consiste précisément à savoir naviguer dans la zone grise avec une certaine maestria, avec virtuosité. Selon toute vraisemblance, à ce stade, Épictète se place sur le même terrain qu'Aristote. La philosophie qui n'est pas la sagesse, mais plutôt l'effort pour tendre vers la sagesse, la philosophie donc sait que ce risque existe, qu'il n'est pas réduit à zéro, alors elle cherche un moyen de ne pas trop errer tout de même, d'apprendre à errer de moins en moins. Comment y parvenir? La solution proposée par Aristote revient à développer une vertu en adéquation avec cette situation. Cette vertu, c'est ce que l'on appelle généralement la prudence, pour traduire un terme grec qui est la phronésis. Je laisse ça de côté. Sur ce point, Épictète se sépare plus franchement d'Aristote. Quand on lit le manuel et les entretiens, on a le sentiment que son stoïcisme est justement un effort pour réduire la part d'incertitude de nos actions, pour limiter la prise de risque, la marge d'erreur. Tout se passe au fond même comme si Épictète nous disait que, tout bien considéré, il est même possible de supprimer cette marge d'erreur, d'assurer donc notre accès à la vie bonne.
le bonheur et la vertu étant choses trop sérieuses pour qu'on tolère la moindre incertitude en la matière, Épictète met à notre disposition la clé grâce à laquelle nous serons certains de ne pas faillir, c'est-à-dire de ne pas mal délibérer, donc de ne pas mal choisir, donc de ne pas échouer. Il suffit pour cela, enfin, il suffit, disons plutôt il faut, parce que la tâche n'est quand même pas aisée. Il faut redéfinir très scrupuleusement le périmètre de ce qui dépend de nous. Et il faut apprendre à s'y tenir, à résister à la tentation d'en sortir, de s'aventurer du côté de ce qui ne dépend pas de nous. Si Aristote emploie l'expression ce qui dépend de nous comme une formule encore assez ordinaire, une formule dont il n'a pas fait un élément de sa langue philosophique, Épictète, pour sa part, a lesté ces mots, ce qui dépend de nous, d'une charge conceptuelle certaine. Il en a fait une expression technique de sa philosophie. Avec Aristote, on parlait de ce qui dépend de nous dans un sens finalement relâché et assez large. Ce qui dépend de nous, pour Aristote, c'est une situation sur laquelle, oui, nous pouvons influer, pour laquelle nous sommes en fin de compte l'un des paramètres entrant en ligne de compte dans son apparition, dans son évolution, ou bien dans sa disparition. En ce sens, on pourrait dire par exemple qu'il dépend de nous, après délibération et après décision, de faire un enfant ou de ne pas en faire. Mais il en va autrement chez Épictète. Épictète qui d'ailleurs refuserait certainement de compter parmi les choses qui dépendent de nous le fait de faire ou non un enfant. Épictète restreint le périmètre de ce qui dépend de nous aux seules choses qui ne peuvent pas nous être retirées du moment, et la précision est importante, du moment que nous avons décidé sérieusement de les conserver. C'est beaucoup, beaucoup plus limité. Mais ces quelque chose-là, elles n'apportent pas dans notre vie la même dose d'incertitude que ce qu'on constatait chez Aristote. Et même en se concentrant sur elles, on se prémunit contre l'arrivée d'une telle dose d'incertitude. Alors nous reviendrons plus précisément sur ce point dans la prochaine leçon, c'est pourquoi je ne vais pas y insister ici. Je voudrais en revanche clore cette session par une remarque qui découle directement de ce qui vient d'être dit, et qui en plus a trait à un reproche qu'on adresse communément aux stoïciens. L'incitation à ne se préoccuper que de ce qui dépend de nous, au sens étroit, technique d'Épictète. Est-ce que ça ne conduit pas à un renoncement à tout ce qui nous entoure? Comment suivre cette règle si ce n'est en se tenant désormais à l'écart du monde? Comment faire en sorte pour que cela ne promette pas une vie étriquée, concentrée sur sa seule petite personne? Finalement, on observe que ça n'est pas du tout ce qui se passe. Au contraire, il y a dans le stoïcisme une attention aux autres, une attention au cours du monde, on ne se met pas à l'écart. Pourquoi? Parce que si la plupart des choses ne dépendent pas de moi, en revanche, les représentations que je forme dans mon esprit à propos de ces choses, avec tous les jugements, tous les désirs, tous les projets qui vont en résulter, tout cela dépend de moi. Je m'y intéresse donc par l'intermédiaire de la représentation et par l'intermédiaire de la façon dont je règle mes réactions face à cette représentation. Les choses elles-mêmes, certes, sont situées en dehors de mon périmètre d'action, de mon domaine, mais les représentations de ces choses se trouvent bien, elles, dans mon domaine, parmi les choses qui sont à ma disposition. Je retrouve ainsi tout ce que j'ai pu craindre d'avoir perdu par ailleurs. Par exemple, que quelqu'un m'insulte, ça n'est pas mon affaire, ça ne dépend pas de moi. Mais la façon dont je vais être affecté par cette insulte, la façon dont je vais y réagir, soit en y voyant une occasion de m'exercer à l'impassibilité, soit en m'énervant, cela dépend véritablement de moi. Donc je ne me désintéresse pas de cette situation, j'apprends simplement à la considérer autrement. Alors on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle session, consacrée encore à cette distinction fondamentale pour le stoïcisme impérial, le stoïcisme d'Épictète. D'ici là, soyez sages.